Avec au moins 130 cas, la France est le deuxième pays le plus touché d'Europe par le coronavirus. Malgré une accélération particulièrement rapide des contaminations en fin de semaine dernière, les mesures prises par le gouvernement semblent timides et parfois même contradictoires. Alors que la Turquie a ouvert les vannes de l'immigration, la Grèce voit déferler des vagues de clandestins. Une situation explosive aux portes de l'Europe, la République hellénique est pour le moment seule à faire face. C'est une question de jours, c'est à présent fait. Le gouvernement passe sa réforme des retraites en force avec le fameux 49.3. Une façon de s'éviter un pénible débat parlementaire mais qui débouche inévitablement sur une crispation de l'opposition, notamment à gauche. Madame, Monsieur, bonsoir. Le coronavirus se rapproche de Paris alors que l'on a franchi le cap des 3000 morts au niveau mondial. En un week-end, le nombre de contaminés en France a été multiplié par 3, avec désormais 130 cas et un troisième décès. Si la plupart des malades semblaient essentiellement se cantonner à quelques zones, ils sont désormais disséminés un peu partout sur le territoire. 130 malades du coronavirus en France, dont 9 dans un état grave, 12 régions touchées, dont 4 particulièrement puisqu'elles comptabilisent plus de 10 cas. Il s'agit de l'Île-de-France, de l'Auvergne-Rhône-Alpes et des Hauts-de-France ainsi que de la Bretagne. Parmi les derniers cas détectés, 2 concernent un père et son fils de 12 ans à Montreuil en Seine-Saint-Denis. Le père, professionnel de santé, aurait été contaminé par un patient d'un hôpital parisien. 2 nouveaux cas ont également été déclarés à Montpellier, dont un enfant de 4 ans et une personne de 31 ans de retour d'Italie. Ces 2 malades n'ont pas de lien entre eux et portent les cas de contamination dans la ville occitane à 5. La Bretagne, avec 19 cas de contamination confirmés, apparaît comme un nouveau cluster, un foyer de l'épidémie. 13 cas se concentrent dans le Morbihan, tandis que 2 malades sont à Brest et 4 à Rennes. Le préfet du Morbihan a demandé aux élèves de rester chez eux. Il a également interdit tous les marchés ou réunions publiques. Sur la totalité des malades en France, au moins 23 cas n'ont pas été éclaircis. Des investigations sont en cours pour établir les chaînes de contamination. Dans l'Oise, la région d'origine du professeur de 60 ans, décédé la semaine dernière, de nombreuses mesures ont été prises. 26 000 élèves sont en effet dispensés d'école. 83 établissements primaires, 10 collèges et 9 lycées ont effectivement été fermés. Des consultations pour les personnes ayant eu un contact avec l'enseignant sont organisées jusqu'à demain mardi. Il n'y aura toutefois pas de test automatique, mais ils pourront être effectués après une recommandation médicale. Une petite dizaine de communes font également l'objet de restrictions exceptionnelles. C'est notamment le cas de la ville de Crépy-en-Valois, où le marché dominical a été interdit juste à côté d'un supermarché, lui, resté ouvert. Monsieur. Bonjour monsieur. Bonjour. Il n'y a pas de marché aujourd'hui. Oui, mais le problème c'est que maintenant le marchand de poulet il a déjà mis toute sa viande à cuire. Ouais, je sais bien. Ouais, ça c'est vrai, on a été prévenus en même temps que vous. Je vous demande, s'il vous plaît, de quitter les lieux dans le calme. Vous êtes responsable du... Qu'est-ce que vous voulez, on prend les choses comme elles viennent. C'est malheureusement, si c'est une pandémie, bon c'est une pandémie. Maintenant, il faut trouver les moyens d'éradiquer tout ça, c'est tout. Puis bon, il manque de masques, il manque de tout. C'est à croire que vraiment il n'y a aucune production de tout, quoi. C'est un peu le bazar. On a contacté le placier qui s'occupe du marché hier, donc il nous a dit que le marché était maintenu. Sauf que quand on est arrivé sur les lieux, il y a eu une autre information entre-temps, comme quoi on ne pouvait pas déballer. Donc voilà, ça représente une grosse perte pour nous, quoi. Il y a une journée qui est perdue, il y a des ouvriers à régler. Il y a des produits aussi qui sont périssables, donc voilà, qui partent automatiquement à la benne. Vous emportez d'habitude ou c'est les bonnes vacances à vous? Vous allez ramener. Ah, si, c'est partout. C'est trop chaud. Il faut avoir une certaine hygiène, c'est tout, quoi, c'est sûr. Et éviter les contacts trop près, quoi, c'est sûr. Mais hier, tous mes petits-enfants sont venus pour me souhaiter la fête des grands-mères. Alors, il n'y a pas de messe aujourd'hui dans tout le département de l'Oise. Ce qui est certain, c'est qu'on ne pourra pas ne pas célébrer les obsèques durant la semaine. Et la question qui reste à discuter avec la préfecture et puis avec le diocèse, c'est un petit peu le format des célébrations. Est-ce qu'on fera des services minimums avec uniquement la famille ou bien est-ce qu'on sera autorisé dans certains cas à avoir des assemblées
plus large. Tous les rassemblements de plus de 5000 personnes dans les endroits confinés ont été interdits. Dimanche, le semi-marathon de Paris, qui devait réunir plus de 40 000 personnes, a été reporté sine die. Le salon du livre prévu du 20 au 23 mars a été annulé. Le musée du Louvre a quant à lui fait les frais du droit de retrait des salariés et est donc resté porte close dimanche. Les concerts et autres activités culturelles avec un large public pourraient rapidement suivre la même trajectoire. Pour le moment, le gouvernement déclare que les élections municipales sont quant à elles maintenues. Pas simple toutefois pour les candidats qui doivent se plier aux règles sanitaires. Les traditionnelles profusions de poignées de main devraient donc en prendre un coup. Dans ce contexte, une mesure peut surprendre. Les quarantaines ont été levées pour les personnes de retour d'Italie ou d'autres zones à risque, malgré l'avis contraire du Haut Conseil de santé publique. Pour l'heure, la France est toujours en stade 2/3 qui vise à contenir l'épidémie. La communication officielle insiste toujours sur le fait que les masques n'ont pas d'intérêt pour les personnes saines. Pour autant, le problème d'approvisionnement n'est pas résolu. Le médecin qui avait été en contact avec l'enseignant décédé a pour sa part décidé de se mettre en quarantaine. Une situation dont on voit rapidement les limites si les personnels de santé multiplient les contacts avec les personnes malades. Par ailleurs, un urgentiste de l'hôpital de la Salpêtrière à Paris expliquait samedi manquer de dispositifs de test pour dépister les cas suspects. Les gels hydroalcooliques recommandés pour se laver les mains sont également en rupture de stock dans de nombreuses pharmacies. Et au niveau mondial, l'épidémie progresse toujours. Si 96% des personnes malades le sont en Chine, le nombre de pays touchés par l'épidémie grimpe au quotidien. Désormais, on recense 88 257 cas confirmés de contamination. 66 pays sont concernés. La Corée du Sud voit son nombre de malades exploser de jour en jour, avec aujourd'hui 4335. Une secte religieuse est d'ailleurs pointée du doigt. Le chef du groupe est accusé d'homicide par le gouvernement de la ville de Séoul. En effet, 60% des malades seraient liés à ce mouvement religieux dont le gourou aurait refusé de donner les informations nécessaires aux autorités sanitaires. Avec 54 morts sur 934 déclarés, le virus présente un taux de mortalité anormal en Iran. En effet, alors que les scientifiques estiment à 2 ou 3% le taux normal, la nation perse approche les 6%. Un chiffre qui laisse donc penser que les dépistages ne marchent pas à plein régime. De son côté, l'Italie approche les 1700 cas pour 34 décès. L'Allemagne a aussi dépassé la France avec 150 cas déclarés, mais aucun décès. Nous ne manquerons pas de suivre l'évolution du virus dans nos prochaines éditions, mais aussi sur les réseaux sociaux et sur tvliberté.com. Des milliers de migrants aux portes de l'Europe. Depuis samedi, au moins 13 000 clandestins ont afflué vers la frontière gréco-turque après la décision du président turc Recep Tayyip Erdogan d'ouvrir les vannes migratoires. La Turquie espère mettre la pression sur l'Europe et réclame une aide dans sa guerre contre Bachar el-Assad. Thibaut Bastide. La Turquie menace, la Grèce se barricade. Après avoir menacé l'Europe à maintes reprises d'ouvrir les vannes de l'immigration, le président turc Recep Tayyip Erdogan a fini par tenir parole. Depuis samedi, le pays a ouvert sa frontière avec la Grèce. Résultat, au moins 13 000 migrants originaires essentiellement de Syrie, d'Afghanistan ou de Somalie ont afflué et se massent désormais aux portes de l'Europe. Une situation explosive face à laquelle la Grèce a bien du mal à tenir ses positions. En effet, au fil des heures, les arrivées sont toujours plus nombreuses et les clandestins multiplient les tentatives pour franchir la frontière. Les 212 km de frontières sont pris d'assaut, obligeant la Grèce à placer ses frontières en état de sécurité maximale. Des échauffourées ont éclaté avec des policiers grecs tirant des grenades lacrymogènes pour repousser les vagues incessantes et les migrants jettent des pierres. Malgré le renfort de patrouilles, la situation est difficilement tenable pour les autorités grecques, alors qu'au moins 500 candidats à l'immigration ont accosté dimanche à bord d'une dizaine d'embarcations en différents points de l'île de Lesbos. Sur cette île, les manifestations se multiplient depuis une semaine contre l'arrivée incessante de milliers de clandestins. Et ce nouvel épisode a, semble-t-il, été la goutte de trop. Inquiets par le risque de voir débarquer des centaines de migrants, des habitants de Lesbos se sont rassemblés autour d'un centre d'accueil avant d'y mettre le feu partiellement. Si pour le moment, la Grèce arrive tant bien que mal à tenir ses positions, elle ne pourra pas résister inlassablement, d'autant que la Turquie met tout en œuvre pour inciter les migrants à affluer vers l'Europe. En effet, des bus ont été affrétés, les messages appelant à l'immigration se multiplient. Et Recep Tayyip Erdogan est bien décidé à aller au bout de sa démarche. Ne yaptık? Kapıları açtık ve şimdi bu sabah itibariyle yaklaşık 18.000 oldu kapıları zorlayıp geçenler ama bugün herhalde 25.000 30.000'i bulabilir. Ve biz bu kapıları
Bundan sonraki süreçte de kapatmayacağız. La Turquie déploie donc les grands moyens pour faire plier l'Union européenne. Si le président turc accuse Bruxelles de ne pas avoir fourni toute l'aide financière promise pour accueillir les migrants, il cherche surtout à obtenir un appui occidental contre le pouvoir syrien, auquel il a promis de faire payer le prix de ses attaques contre les militaires turcs. Jeudi, Ankara a annoncé avoir essuyé de lourdes pertes en Syrie, avec au moins 33 militaires tués dans des frappes aériennes attribuées à Bachar al-Assad, soutenues par Moscou dans la province d'Idlib. Des pertes qui seraient en réalité sous-estimées par Ankara et qui pourraient bien être 3 fois plus importantes. Pour l'heure, la réaction européenne est quasi inexistante. Hormis quelques messages de soutien au peuple grec et bulgare, aucune décision majeure n'a été prise. L'Agence européenne de contrôle des frontières, Frontex, a décidé de déployer des renforts en Grèce, mais des renforts loin d'être suffisants. Et c'était dans les tuyaux depuis plusieurs jours, c'est désormais chose faite. Le gouvernement passera en force pour sa réforme des retraites avec le fameux 49.3. La majorité entend ainsi en finir avec une séquence qui traîne depuis plusieurs mois, au risque de raviver la flamme de la contestation. Olivier Frère-Jacques. Conformément à l'article 49, alinéa 3 de la Constitution de 1958, et après en avoir obtenu l'autorisation du Conseil des ministres du 29 février, j'ai décidé d'engager la responsabilité du gouvernement sur le projet de loi instituant un système universel de retraite. Non pour mettre fin au débat, mais pour mettre fin à cet épisode de non-débat, à un Parlement privé de sa fonction éminente de faire la loi. Et pour permettre à la suite du processus législatif de s'engager. C'était pressenti depuis plusieurs jours, voire même plusieurs semaines. C'est à présent chose faite, le gouvernement passe en force et engage l'article 49 alinéa 3 de la Constitution. C'est la dernière carte dont disposait l'exécutif pour mettre fin à une séquence réforme des retraites qui n'a que trop duré pour La République En Marche. Le risque pour la majorité était tout bonnement de voir le débat s'éterniser et devoir faire des concessions. La décision annoncée samedi par Édouard Philippe ne lui appartient cependant pas en propre car elle émane du Conseil des ministres tenu quelques heures plus tôt. Difficile de ne pas voir la patte présidentielle dans cette annonce qui arrive à point nommé en pleine crise du coronavirus. Un cynisme très macronien. Un 49.3 qui arrive à point nommé alors qu'allait se discuter au Palais Bourbon l'article 9 sur la valeur du point. Question très importante sur laquelle la majorité sera ravie de faire l'impasse. Enfin, une telle annonce, faite un samedi alors que l'hémicycle est vide, les élus de la nation étant probablement en train de travailler d'arrache-pied en circonscription, passe mal dans les couloirs de l'Assemblée. Comme souvent dans les débats démocratiques modernes, les échanges donnent lieu à un combat de victimisation, la majorité s'estimant victime d'obstruction parlementaire quand l'opposition dénonce un coup de force qu'elle aura tôt fait de qualifier d'antidémocratique. L'opposition mélenchoniste devrait s'engouffrer dans la brèche, comme en témoignent les déclarations de ses têtes d'affiche, dont le député Ruffin, proche des Insoumis et qui, lui, était bien présent dans l'hémicycle. Avec les syndicats qui refusent cette réforme, avec le MEDEF y compris que le calendrier n'est pas tenable, avec l'opposition de la gauche et de la droite dans cet hémicycle, eh bien, il faut qu'en plus de leur solitude, ils y ajoutent quand même une forme de lâcheté que de choisir de passer comme ça un samedi après-midi pendant le week-end en disant bon les Français ils pensent à autre chose à ce moment-là. Un vote droite-gauche est aujourd'hui possible et donnera du poids à la motion de censure, à défaut d'aboutir à un renversement du gouvernement. Ce qui compte, c'est dans un moment aussi solennel de manifester qu'il peut y avoir une riposte, une indignation parlementaire collective contre la violence du procédé. Une indignation face à la méthode Macron, mais une indignation qui semble surtout profiter à la gauche dont la critique de la réforme est beaucoup plus audible, car totale et simple. Une opposition faite d'un travail parlementaire dense de la part des mélenchonistes et des communistes qui ont largement supplanté leurs adversaires des Républicains et du RN, des formations de droite qui ont, elles aussi, dénoncé la méthode du gouvernement. Au-delà des partis, la procédure du 49.3 pourrait raviver la flamme syndicale et une journée de mobilisation est déjà prévue mardi. L'interdiction des manifestations au nom du principe de précaution contre le coronavirus pourrait être une nouvelle arme gouvernementale. Le rejet des équipes Macron apparaît, lui, de plus en plus dur tant la majorité semble n'en faire qu'à sa tête. Les premières conséquences de ce passage en force devraient être perceptibles dès les élections municipales, mais aussi dans l'hémicycle avec les probables départs de députés de la majorité pour qui la ligne rouge a été dépassée. D'un point de vue électoral, il n'est cependant pas dit que LREM soit perdante.
En effet, si les élections municipales seront, quoi qu'il en soit, difficiles, cela n'empêchera pas le gouvernement de poursuivre la tendance à la centralisation et à la déconcentration pour affaiblir les pouvoirs et contre-pouvoirs locaux. Quant à 2022, le passage en force aura le mérite pour la majorité d'avoir montré à son électorat sa capacité à tenir bon. Or, une élection se gagne avant tout en faisant le plein de voix dans son propre camp et certainement pas en séduisant l'opposition. Des oppositions qui d'ailleurs, en face, sont toujours plus diverses. Les Républicains ne se sont ainsi pas démarqués dans le débat des retraites. Le RN s'est fait discret alors que la France Insoumise semble avoir repris la main. Une équation qui ne semble pas pouvoir donner d'opposant crédible à l'actuel président. Et maintenant, direction la Slovaquie, où se sont tenues des élections législatives sur fond de crise politique durable. L'opposition de centre-droit est arrivée en tête, mais rien ne garantit que la stabilité politique reviendra de sitôt. Un reportage de nos correspondants en Europe centrale, Ferenc Almasi et Nicolas de Lamberterie. Samedi 29 février, les Slovaques se sont rendus aux urnes pour élire un nouveau Parlement. Dans ce jeune pays d'Europe centrale de 5,5 millions d'habitants, la situation politique est instable depuis l'assassinat du journaliste d'investigation Jan Kuciak et de sa fiancée en 2018. Ce meurtre, attribué au crime organisé, a profondément marqué la vie publique slovaque des dernières années, au point de devenir un sujet central. Les enquêtes qui ont suivi ont mis en cause un certain nombre de personnalités du gouvernement. Les manifestations à répétition, organisées par des ONG proches de George Soros, ont notamment poussé l'ancien Premier ministre Robert Fico à la démission. Peter Pellegrini, qui lui a succédé à la tête de la coalition menée par le Smer, le parti de centre-gauche populiste, a lui aussi payé cher l'image de corruption et d'accointance avec la pègre que l'opposition et les ONG mettent en avant. Les journalistes ont découvert beaucoup de scandales, comment les oligarques, comment les mafias sont connectés avec le gouvernement. C'était aussi une mafia italienne qui est active en est de la Slovaquie, qui était vraiment connectée avec le bureau des premiers ministres. Donc, sa assistante était connectée avec un mafioso comme ça. Donc, les gens sont en marre de la situation. Donc, pour ça, la partie Smer chute beaucoup. Et le résultat est sans appel. Les électeurs slovaques se sont détournés des partis de la coalition gouvernementale, le Smer tombant à 18,3%, tandis que ses alliés du SNS, parti de droite libérale, n'obtiennent aucun élu. En tête de ces élections, l'homme d'affaires au caractère bien trempé, Igor Matović, à la tête du parti Olano, avec 25% des voix. Qualifié de populiste, ce parti de centre-droit s'est notamment fait remarquer par son opposition à la redéfinition du mariage et pour sa volonté de restreindre le droit à l'avortement, ou encore par son opposition aux côtés des socialistes du Smer, au quota de migrants voulus par Bruxelles. À la main tendue du Premier ministre sortant Peter Pellegrini à la veille des élections, Igor Matović a donné le ton. On ne négocie pas avec la mafia, a-t-il répondu. Alors Olano a créé la surprise. Il y a moins d'un an, aux européennes, ils avaient fait 6%. Là, ils sont à 25%. Personne ne les donnait gagnants il y a encore un mois. Tout le monde met tout sur le dos du Smer aujourd'hui, qui est devenu une sorte d'infréquentable. Mais la situation n'est pas résolue pour autant en Slovaquie. Matović a d'ores et déjà annoncé qu'il voulait faire un gouvernement très rapidement et rassemblant, alors je cite, toutes les forces démocratiques et dans le but d'avoir une majorité constitutionnelle au Parlement et je cite, dans le but de nettoyer la justice. Donc, il va devoir composer avec des forces politiques très différentes au Parlement, avec lesquelles il va probablement devoir s'allier, notamment les libéraux de droite du SAS. Et des gens avec qui il va certainement pas vouloir s'allier, mais avec qui il va devoir quand même composer, ça va être les nationalistes radicaux de Marian Kotleba, qui ont fait 8% et qui sont ainsi la 4e force politique du pays. Et puis, autre surprise, c'est la coalition de la présidente Zsuzsanna Čaputová, qui avait gagné les élections européennes, qui elle-même a été élue présidente de la République au mois de juin 2019. Et là, son alliance ne rentre même pas au Parlement, ils n'ont aucun élu. Donc, voilà, on voit que la politique slovaque continue d'être une sorte de sable mouvant. Rien n'est acquis, il n'est pas dit que le nouveau gouvernement de coalition autour d'Olano, de centre-droit, arrivera à ramener la stabilité en Slovaquie. Et à présent, passons à l'actualité en bref avec Olivier Frère-Jacques.
soirée de violence à la gare de Lyon à Paris, vendredi soir, en marge d'un concert de la starlette congolaise Fally Ipupa. Des opposants à la venue de l'artiste ont semé le chaos aux abords de cette gare. Des véhicules essentiellement des 2 roues et des poubelles ont été incendiés et des vitrines endommagées, provoquant d'épaisses fumées noires. Pour certains des opposants, l'artiste soutient le Rwanda, alors que le pays de la République démocratique du Congo entretient des relations compliquées avec cet État depuis plusieurs années. La gare de Lyon a été partiellement fermée par mesure de sécurité après 18 heures. Au total, 46 individus ont été arrêtés et au moins 54 ont été verbalisés. 4 protagonistes devraient être jugés. Des vers dans du lait pour enfants. Au moins 8 familles ont déclaré avoir découvert des vers dans des boîtes de lait infantile. 3 d'entre elles ont même porté plainte. Parmi eux, un couple du Var affirme tout bonnement avoir fait la rencontre d'un ver de 2 cm de long dans la boîte Gallia AR 2e âge, produit du groupe Danone. La colère de cette famille est d'autant plus forte qu'ils affirment déjà avoir trouvé des corps étrangers dans une boîte de la même marque en janvier 2019. Un numéro vert a été mis en place par Danone. Le groupe français n'a cependant pas annoncé le retrait de produits. Puigdemont, superstar en Catalogne française, l'indépendantiste à la coiffure de Playmobil, qui a fui Barcelone après la tentative du coup de force de 2017 contre Madrid, a tenu un meeting devant des dizaines de milliers de personnes à Perpignan, dans les Pyrénées-Orientales. Puigdemont avait d'abord trouvé refuge en Belgique et semble aujourd'hui entamer une tournée pour mobiliser ses partisans et revenir sur le devant de la scène. Pour ce meeting à ciel ouvert, de nombreux Catalans d'Espagne avaient fait le déplacement. Le maire Les Républicains de Perpignan, Jean-Marc Pujol, qui a accueilli le meneur controversé, a de son côté affirmé qu'il savait ce que vit Carles Puigdemont, puisque lui-même, pied noir, a dû fuir son pays en 1962. Les Césars comédie française de l'année. Le petit monde du cinéma français a tenu sa cérémonie vendredi sur fond de polémique. Polémique vis-à-vis du réalisateur pédoprédateur Polanski, mais aussi polémique autour du manque supposé de diversité dans le 7e art français. Les minorités auront donc été à l'honneur avec un hashtag Black César pour la diversité et un autre MeToo pour les féministes. Une misère toute française et pas franchement gilet jaune et populaire. Les multimillionnaires de gauche qui ont assisté à cette démonstration de niaiserie ont en tout cas pu se délecter d'un sketch d'une certaine Aïssa Maïga, une prestation faite d'obsession indigéniste mais surtout de malaise. C'est plus fort que moi, je ne peux pas m'empêcher de compter le nombre de noirs dans la salle. Ouais. Enfin, j'en ai oublié un, c'est Vincent Cassel. C'était toi le Renoir du cinéma français avant la diversité. Je te mets dans le quota, ça te va ou pas? C'est bon? Allez. Bon, j'ai tout... De son côté, l'actrice Adèle Haenel s'est prise pour Jean Moulin en quittant la salle en protestation à la nomination de Roman Polanski. La course à l'investiture démocrate relancée. Après la victoire de Joe Biden en Caroline du Sud, la surprise de la campagne, Pete Buttigieg a annoncé dimanche soir qu'il se retirait de la course à l'investiture. Il avait créé la surprise en reportant un excellent score dans l'Iowa, où il était arrivé ex-aequo avec Bernie Sanders, et dans le New Hampshire, où il avait terminé 2e. Mais il a échoué en Caroline du Sud, où il n'aurait remporté que 3% des suffrages. Pete Buttigieg a annoncé son retrait à peine 48 heures avant le plus grand jour de vote de la primaire, le Super Tuesday, lorsque 15 États et territoires alloueront environ un tiers des délégués. Et voilà, on approche déjà de la fin de cette édition. Dans un instant, notre Zoom du jour, TV Liberté vous propose de revivre la 11e cérémonie des Bobards d'Or, qui a une nouvelle fois récompensé les meilleurs menteurs parmi les journalistes. Bonsoir et bienvenue pour cette 11e cérémonie des Bobards d'Or. Délateurs, on l'a vu dans les vidéos, menteurs, zéleurs, censeurs. Je vous préviens, nous allons remettre ce soir les journalistes à leur place. Et cette année encore, ils n'ont pas fait exception. Il y a eu du Bobard à l'appel. On vous a sélectionné le top du top, la crème de la crème du Bobard. Et cette année, il y avait quand même un sacré palmarès. Ce soir, retrouvez également Politique Éco. Pierre Bergerot reçoit le président de l'UPR, François Asselineau, pour évoquer les conséquences du Brexit pour les Britanniques, mais aussi pour les Européens. Tout de suite, retrouvez Mes Libertés politiques avec François Billot de Lochner. Et à présent, c'est la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité. À demain. Bonsoir.
Très chers amis téléspectateurs, nous savons tous que Benjamin Griveaux, candidat du Manouchon aux élections municipales de Paris, a été pris la main dans le sac, si j'ose m'exprimer ainsi. Des vidéos à caractère zizitique le concernant ont été dévoilées sur les réseaux sociaux. Alors, une question m'a taraudé, au point de me rendre insomniaque, voire fébrile et même violent. Pourquoi Benjamin Griveaux a-t-il trouvé bon de filmer son bas-ventre en folie, puis a-t-il trouvé bon de transmettre ce charmant et délicat enregistrement à l'une de ses conquêtes féminines, alors qu'il connaissait parfaitement le risque que son exhibition zizitique devienne publique? Eh bien, je l'avoue en toute modestie, je crois être le seul au monde à avoir trouvé la motivation secrète de Benjamin Griveaux. N'est pas chroniqueur à TV Liberté qui veut. Je vais donc vous révéler ma trouvaille en exclusivité. Non, ne me remerciez pas, c'est tout à fait normal. Je savais qu'il se disait dans tout Paris que Benjamin était un passionné du chanteur-philosophe Michel Polnareff. Je me suis donc plongé dans les textes hautement philosophiques du chanteur hautement philosophique Michel Polnareff et tout s'est éclairé d'un seul coup. Benjamin Griveaux a tout simplement mis en pratique la chanson de Polnareff intitulée « Je suis un homme ». Analysons le texte de cette chanson et tout devient limpide. Voici donc certaines des paroles de cette chanson prophétique. Écoutez bien. Je suis un homme, quoi de plus naturel en somme, au lit mon style correspond bien à mon état civil. Je suis un homme, et de là-haut sur mon podium, j'éblouirai le tout Paris de mon anatomie. Ces paroles, magnifiquement profondes, le Griveaux va tout simplement les mettre en pratique. Tout d'abord, il est un homme. Quoi de plus naturel en somme? Il veut le prouver. Quoi de plus naturel en somme? Il est comme le taureau du Limousin qui montre tout sans le moindre complexe. Quoi de plus naturel en somme? Et donc, le Benjamin montre tout sans le moindre complexe. Quoi de plus naturel en somme? Il résulte de son exhibition qu'il semble effectivement qu'au lit, son style corresponde bien à son état civil. Ce point-là était important pour Benjamin, car dans la confusion actuelle, l'on ne savait plus très bien s'il voulait être maire tout en pouvant être père. Oui, Benjamin révélait à tous qu'il pouvait à la fois être maire de Paris et être père dans la vie. Le point suivant est fondamental. De là-haut sur son podium, Benjamin voulait éblouir le tout Paris de son anatomie. Et là, il faut l'avouer, ce fut un éblouissement général, au point que l'on raconte qu'à la suite de cette vision, beaucoup sont devenus aveugles. Mais alors, autre question que je me suis posée, pourquoi tout cela a-t-il si mal fini pour Benjamin Griveaux? J'ai farfouillé, comme à mon habitude, dans les fables de La Fontaine, et je suis tombé sur la fable qu'il fallait, intitulée « La Grive et le Griveaux », et qui se termine de façon prophétique concernant la situation sexologico-politique de notre ami Griveaux. Je cite. Si l'on veut être maire, il ne faut exhiber sa trop puissante paire, ni son zizou d'enfer, car à trop tout montrer, l'on ne peut que chuter. Si l'on cherche des fautes, il faut garder culotte. Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt.